Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle page de l'actualité environnementale. Voici les titres. La ville de Lomé a été l'hôte d'un forum sur la participation des femmes à la gouvernance environnementale. Cette rencontre de 2 jours a permis de partager les expériences en matière de prise en compte du genre, surtout le leadership de la femme dans l'action climatique. La RDC s'engage de plus en plus dans la protection de sa biodiversité en prélude à la prochaine COP30. Ainsi, plusieurs stratégies sont en cours afin de préserver le bassin du Congo des catastrophes écologiques. Et puis, l'Agence nationale des eaux et forêts du Maroc vient de dévoiler son plan directeur d'investissement du secteur forestier. Estimé à 1,25 milliard de dirhams, ce plan permettra de renforcer la résilience climatique des écosystèmes du royaume. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Lomé, la capitale togolaise, a accueilli les 11 et 12 février dernier un forum régional sur l'intégration du genre dans les actions climatiques, avec pour objectif de renforcer la participation des femmes à la gouvernance environnementale et d'intégrer pleinement la dimension du genre dans les politiques climatiques. La rencontre a réuni les délégations du Ghana, de la Gambie, du Libéria et du Togo sur la supervision du ministre de l'Environnement. Honoré Kata nous en dit plus dans ce récit. L'intégration du genre dans la lutte contre les changements climatiques est désormais une priorité en Afrique de l'Ouest. Face à l'urgence environnementale, il devient impératif d'impliquer davantage les femmes, qui sont à la fois les premières victimes des dérèglements climatiques et des actrices essentielles à la transition écologique. C'est dans cette dynamique que s'est tenu du 11 au 12 février à Lomé un forum régional organisé par la communauté de pratique régionale des femmes CPF, réunissant des délégations du Ghana, de la Gambie, du Libéria et du Togo, placé sous le thème « Identifier et comprendre les opportunités pour le genre dans l'accélération des priorités climatiques nationales ». La rencontre visait à renforcer la participation des femmes à la gouvernance environnementale et à intégrer pleinement la dimension genre dans les politiques climatiques. Au cœur des discussions, plusieurs enjeux majeurs ont émergé, notamment le rôle du leadership féminin dans la gestion des ressources naturelles, la nécessité d'une meilleure représentation des femmes dans les instances décisionnelles et l'adoption de politiques plus inclusives. Pour le ministre de l'Environnement Katari Folibazi, il est primordial que les stratégies nationales prennent en compte ces dimensions dans un programme transversal. L'intégration du genre en général et la prise en compte des femmes en particulier devront être placées au cœur de l'action gouvernementale, a-t-il déclaré, soulignant que cela constitue un levier crucial pour une réponse efficace aux défis climatiques. Pour le Togo, pays résolument engagé dans la cause environnementale, ce forum représente une opportunité d'accélérer la sensibilisation des femmes, en particulier celles en milieu rural, sur leur impact environnemental. L'objectif est de favoriser l'adoption de comportements éco-responsables et d'encourager une participation active aux initiatives de préservation de l'environnement. Loin d'être un simple enjeu social, l'intégration des femmes dans l'action climatique est désormais perçue comme une nécessité stratégique pour bâtir des communautés plus résilientes et garantir une transition écologique durable en Afrique de l'Ouest. La Bank of Africa a accordé un financement de 5 millions d'euros à BKG Distribution pour soutenir la modernisation agricole au Togo. Une initiative qui vise à faciliter l'acquisition d'équipements modernes et de renforcer la productivité des agriculteurs. Honoré Kata. L'accès aux équipements agricoles reste un défi majeur pour de nombreux agriculteurs togolais, freinant ainsi la modernisation et l'augmentation des rendements. C'est dans ce contexte que la Bank of Africa BOA a décaissé un financement de 5 millions d'euros au profit de BKG Distribution afin de faciliter l'acquisition de machines agricoles sans avance de fonds. Cette initiative répond à une problématique récurrente, à savoir le coût élevé du matériel souvent hors de portée des petits exploitants. Grâce à des modalités de remboursement assouplies et des taux d'intérêt compétitifs, ce dispositif pourrait marquer un tournant dans la mécanisation agricole au Togo. En réduisant la pénibilité du travail et en améliorant les rendements, il offre aux agriculteurs une réelle opportunité d'optimiser leur production et de mieux répondre aux exigences du marché. Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie nationale de modernisation du secteur
avec en toile de fond la volonté des autorités de faire de l'agriculture un moteur clé du développement économique. Si les discussions en cours sur un nouveau décaissement de 10 millions d'euros aboutissent, l'impact pourrait être encore plus significatif. En dotant les exploitants de moyens modernes et accessibles, le Togo franchirait une nouvelle étape vers une agriculture plus performante et compétitive, capable de soutenir durablement la sécurité alimentaire et de renforcer l'économie locale. En prélude à la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP30, la RDC réaffirme son engagement en matière de protection de la biodiversité. Cet événement international constitue une opportunité majeure pour la RDC d'affirmer son rôle dans la préservation des forêts du bassin Congo, considéré comme le poumon vert de l'Afrique. Suivons. À l'occasion de la 31e réunion ordinaire du Conseil des ministres qui s'est tenue la semaine dernière à Kinshasa, en RDC, la ministre d'État Eve Baziaba a rappelé l'importance de la préservation du bassin du Congo. Ce colloque a aussi marqué le lancement d'un itinéraire diplomatique qui cumulera avec la COP30 à Belém au Brésil du 30 au 21 novembre 2025. En marge des préparatifs à la COP30, la ministre présentera un projet ambitieux lors de la 20e session du Forum des Nations Unies sur les forêts qui se tiendra à New York du 5 au 9 mai 2025. Il s'agit de la création d'une aire protégée à vocation de réserve communautaire, notamment le couloir vert Kivu-Kinshasa. Ce projet s'intègre dans une stratégie de conservation de la biodiversité et de lutte contre les menaces écologiques qui affectent la région. La RDC fait face à des défis environnementaux majeurs, à savoir la déforestation massive, l'exploitation minière illégale et l'activité des groupes armés. La ministre a également mis en garde contre les conséquences de cet écocide. Avec des initiatives telles que la création de nouvelles aires protégées et une présence renforcée aux sommets environnementaux internationaux, la RDC ambitionne de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre le changement climatique. Cette démarche réaffirme l'engagement du pays à protéger la planète et à assurer un avenir durable pour les générations futures. Le Royaume est le 6e consommateur mondial d'huile d'olive. Depuis plus de 6 ans, le Royaume est menacé par la sécheresse qui freine la production d'olive. Le prix de l'huile d'olive ne cesse donc de grimper, devenant de plus en plus inaccessible à la population modeste. Léon Sabo nous en dit plus dans ce récit. Au Maroc, l'huile d'olive est sur le point de devenir un produit de luxe. Avec une sécheresse qui dure depuis 6 ans, la production nationale a chuté et les prix se sont envolés. En tant que 6e consommateur mondial, le Maroc voit cet aliment phare de sa cuisine devenir inaccessible pour les plus modestes. Le propriétaire d'une épicerie dans le centre-ville de Casablanca affirme que c'est la première fois que l'huile d'olive atteint ce prix-là. En quelques années après le Covid, cela a doublé. Le prix du litre est désormais au-delà de 100 dirhams, soit environ 10 €. Beaucoup de Marocains ont considérablement diminué leur achat. La consommation d'huile d'olive a baissé énormément, poursuit Hicham. Celui qui prenait 1 litre, désormais il achète la moitié voire un quart. Une consommatrice désespérée par l'augmentation des prix estime que c'était trop mais normal puisqu'il y a plus de pluie et donc pas de production. Si on arrive à avoir de l'huile d'olive en quantité minime, c'est déjà pas mal, a-t-elle renchéri. Le produit est devenu si cher que l'huile d'olive tend même à être remplacée par l'huile de tournesol. Pour pallier à la baisse de la production nationale et essayer d'atténuer l'impact sur le consommateur marocain, le gouvernement a décidé en 2023 de limiter l'exportation des olives. Les autorités ont également décidé d'ouvrir le marché local aux huiles d'olive étrangères, notamment celles en provenance du Brésil. Le secteur agricole du Royaume est durement frappé par le changement climatique. Selon le professeur-chercheur en droit des affaires à l'université Hassan II de Casablanca, Bader Saher, il faut repenser le modèle agricole au Maroc, sachant aujourd'hui que l'agriculture consomme plus de 80% des réserves d'eau. Au Maroc, l'Agence nationale des eaux et forêts ANEF a récemment annoncé son plan directeur d'investissement du secteur forestier.
Ce plan a été établi avec le soutien de la FAO afin d'accroître la résilience climatique des écosystèmes ainsi que des communautés locales. Évalué à 1,5 milliard de dirhams, il permettra de stimuler les investissements dans le cadre de la stratégie des forêts du Maroc 2020-2030. Rafitou Mbiriko. Le Maroc, avec le soutien de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO, a mis en place un plan directeur d'investissement du secteur forestier visant à mobiliser les investissements dans le cadre de sa stratégie forêt 2020-2030. Annoncé le 18 février 2025 par l'Agence nationale des eaux et forêts ANEF, ce plan s'articule autour de 3 points clés, notamment l'augmentation de la productivité des plantations artificielles, le développement de la filière forestière à fort potentiel et la valorisation du liège, de la résine de pin et de la caroube. En d'autres termes, le projet consiste à dynamiser la résilience climatique des écosystèmes et des communautés locales. Il est estimé à 1,25 milliard de dirhams et prévoit la mise en terre de 120 000 hectares de plantations artificielles et le développement des plantes médicinales afin d'optimiser la gestion et la valorisation du secteur forestier. En outre, ce projet se repose sur l'amélioration de la production du bois en quantité et en qualité à travers une sylviculture selon le besoin du marché local. Ceci permettra de minimiser le déficit de la balance des paiements des importations de produits forestiers du pays. L'intelligence artificielle prend actuellement de l'ampleur dans le quotidien de l'humanité. Mais cette révolution fastigieuse de la technologie représente un défi majeur pour la transition énergétique. Quels sont les impacts actuels et potentiels du développement de l'IA sur l'environnement? Iva Samana nous répond dans cet élément. La transition énergétique enclenchée partout dans le monde depuis quelques années se voit devant un mur dressé par l'évolution de la technologie. Au premier rang de cette dernière se présente l'intelligence artificielle. En effet, l'IA qui révolutionne le monde de la technologie ces dernières années pourrait causer des dommages irréparables à l'environnement. Les centres de données sont régulièrement pointés du doigt pour leur impact sur la consommation d'énergie et de l'eau. Selon une étude, les data centers qui fournissent d'énormes capacités de calcul requises par l'intelligence artificielle pourraient consommer d'ici à 2030 autant d'électricité que la France et l'Allemagne réunies, soit 3% de la consommation électrique mondiale. Ils nécessitent aussi d'énormes quantités d'eau pour leur système de refroidissement. D'après l'Agence internationale de l'énergie, chaque requête sur le robot conversationnel ChatGPT, qui est capable de générer toutes sortes de contenus, consomme 10 fois plus d'électricité qu'une demande sur le moteur de recherche Google. Il faut alors mettre en perspective les niveaux de priorité dans la transition énergétique afin que la demande de l'industrie technologique ne vienne pas perturber les efforts climatiques dans le monde. La paille en plastique est actuellement le sujet d'une crise mondiale de pollution durant cette dernière décennie. Néanmoins, le président américain Donald Trump éprouve un avis contraire. Vous en saurez plus dans ce récit signé Léonce Sago. Les pailles en plastique représentent une grande partie des plastiques polluants de la planète. Néanmoins, le président américain Donald Trump a signé la semaine dernière un décret qui annule l'initiative fédérale visant à abandonner les pailles en plastique. Il a déclaré que les pailles en papier ne fonctionnent pas et ne durent pas longtemps. Trump a ajouté être pour le fait de continuer à utiliser les pailles en plastique, même si elles sont accusées de polluer les océans et de nuire à la vie marine. En 2015, une vidéo d'un biologiste marin retirant une paille en plastique du nez d'une tortue a suscité de l'indignation dans le monde entier. Suite à cela, certains pays ont commencé à les interdire, à l'instar de l'État insulaire du Vanuatu et de la ville de Seattle en 2018. Aux États-Unis, plus de 390 millions de pailles en plastique sont utilisées chaque jour, selon le groupe de défense Turtle Island Restoration Network. Elles sont généralement à usage unique et ne sont pas recyclables à cause de leur petite taille. Il leur faut au moins 200 ans pour se décomposer. Une fois jetées, ces pailles parcourent les plages et les cours d'eau et peuvent tuer les animaux marins qui les confondent avec de la nourriture. Une fois décomposées en microplastiques, on peut les retrouver dans du tissu corporel.
Bien que les recherches soient encore limitées, on craint que ces microplastiques puissent être liés à des maladies cardiaques, à la maladie d'Alzheimer, à la démence et à d'autres problèmes de santé. Le décret présidentiel de Trump indique que les pailles en papier contiennent des produits chimiques appelés polluants éternels, PFAS, qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine et sont plus chers à produire que les pailles en plastique. Le groupe de défense environnementale Beyond Plastic a déclaré que l'option la moins chère et la moins risquée est d'éviter l'utilisation de la paille. Sa directrice Judith Henk espère que les gens réagiraient au décret en s'engageant à utiliser moins de paille en plastique et de même que les gouvernements locaux et étatiques. L'ancien président américain Joe Biden s'était engagé à éliminer progressivement les achats de plastique à usage unique, dont les pailles, dans la restauration d'ici 2027 et de tous les événements fédéraux d'ici 2035. En 2023, les bénévoles de l'association Ocean Conservancy ont collecté plus de 61 000 pailles et agitateurs en plastique qui polluaient les plages et les cours d'eau aux États-Unis. Les fabricants américains suggèrent vivement que le président ne restera pas ferme sur ce décret et qu'il reconsidérera l'ancienne position qui est axée sur la refonte, le recyclage et la réutilisation des plastiques. Ainsi se referme cette page de l'actualité environnementale. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous, l'information continue. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment.